Bonjour à tous et bienvenue dans ce sommet, sur cette deuxième journée autour de l'enfance et des neurosciences. J'accueille aujourd'hui Johanna Romba de Enfance Préservée. Je suis très contente de l'avoir autour de la table pour ce deuxième sommet sur un sujet qui me touche particulièrement et on parle de la sexualité, de l'éducation sexuelle, des abus sexuels, bref, c'est elle la pro, c'est elle qui va nous en dire beaucoup plus. Juste, vous pouvez poser vos questions en dessous la QNR, c'est anonyme, c'est-à-dire que je ne dirai pas votre prénom. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Johanna. Il y aura un temps d'échange. Soit je glisserai votre question dans la conversation, soit on verra ça à la fin. Donc je vais laisser Johanna se présenter parce qu'elle fait beaucoup de choses vraiment super. Et ensuite, place à la présentation. Alors, moi, comme j'aime faire les choses de manière assez atypique, hein, en fait, j'ai commencé par vous partager mes slides et suivre la présentation dans la suite, si ça vous convient. C'est parfait. Donc, Normalement, tu as la main pour partager maintenant. alors, non, qu'est-ce que je... Ah, là. Alors, déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Voilà. Moi, je ne me vois plus, mais je pense que vous me voyez toujours. On te voit toujours. Super, impeccable. Donc, ça démarre bien. L'éducation sexuelle est dangereuse. Ouais. L'éducation sexuelle est dangereuse. Et peut-être ce que je vous dis là tout de suite comme ça, boum, ça peut vous choquer parce que vous êtes censé être là pour l'outil le plus puissant contre l'abus sexuel étant l'éducation sexuelle. Alors, de quoi je parle? L'éducation sexuelle est dangereuse parce qu'elle met en danger l'industrie multimilliardaire du porno, étant donné qu'elle permet de former des êtres qui vivent une sexualité saine, qui n'ont pas besoin de consommer de la pornographie et qui ne deviennent pas des personnes addictes, donc qui ne deviennent pas des consommateurs qui vont nourrir cette industrie multimilliardaire. Elle est dangereuse également parce qu'elle met en danger les pédocriminels par le fait qu'elle permet à l'enfant de développer sa capacité d'autoprotection. Elle permet à l'enfant de savoir faire la différence entre un bon et un mauvais toucher, par exemple, mais tant d'autres choses également. Et c'est un danger énorme pour les criminels parce qu'ils sont plus facilement dénoncés grâce aux enfants qui parlent plus facilement de leur intimité, dont le sujet n'est pas un tabou. Donc oui, l'éducation sexuelle est un danger, effectivement, parce qu'elle ne laisse pas de place aux oppresseurs, parce qu'elle permet de former des personnes qui sont en bonne santé mentale, en bonne santé émotionnelle et qui se sentent bien dans leur corps. Oui, pour ces raisons et tant d'autres, l'éducation sexuelle est extrêmement dangereuse. L'éducation sexuelle adéquate est l'outil le plus puissant contre les violences sexuelles. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un honneur immense pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous partager une connaissance qui est précieuse. Alors, qui suis-je? Je suis Johanna Romba. Je suis surtout active sur Instagram, sur le compte Enfance Préservée. Je suis une femme, je suis maman et je suis une survivante. Moi, j'ai été victime à l'âge de 9 ans d'inceste et j'ai réussi, si on peut dire ça comme ça, à transformer mon plomb en or après la thérapie. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé ma mission de vie. C'est quelque chose qui m'anime profondément. Je ne me vois pas faire autre chose que de mettre mes connaissances au service de l'humanité. Donc, je suis formée en éducation sexuelle, émotionnelle et prévention de l'abus sexuel auprès d'experts internationaux. Je collabore avec une équipe internationale. Okay. Je suis devenue ambassadrice pour la France de la pédagogie et de la méthode de ma mentor, formatrice et mentor, qui est la psychologue, donc docteur en psychologie Léiliane Rocha, spécialiste en sexualité humaine, et elle est experte en prévention de l'abus sexuel. Donc, sa pédagogie, elle est ludique, positive, et vous allez en savoir plus durant cette conférence. Je me base sur des faits et pas uniquement sur de la théorie. Et quelques chiffres sont importants de vous communiquer pour que vous puissiez prendre conscience, si vous n'avez pas encore conscience, de la réalité de ce qu'il se passe. Et je vous amènerai la vision positive après.
D'accord? Parce que l'objectif n'est pas de rendre les gens dépressifs et de montrer que les problèmes, mais prendre conscience du problème, parce que c'est quand nous prenons conscience du problème que nous pouvons trouver les solutions. Et mon focus, c'est de trouver des solutions et de vous amener à aller vers les solutions et non pas juste déprimer à cause de ces chiffres. Mais cependant, ces chiffres sont une base essentielle pour prendre conscience, connaissance de la réalité. OK? Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, d'après le Conseil de l'Europe. 3 enfants par classe d'école sont victimes de violences sexuelles en France, d'après l'INSEE. Donc, c'est environ 3 enfants par classe, d'accord? Dans plus de 80% des cas de violences sexuelles, eh bien, c'est commis par un membre de la famille, quelqu'un que l'enfant connaît, donc c'est de l'inceste. On a souvent tendance à croire que c'est un monstre, quelqu'un d'extérieur, un méchant ou une méchante personne. Et en fait, non. C'est quelqu'un de proche de l'enfant, en qui l'enfant a confiance, qui est affectivement proche de l'enfant, qui donne de l'affect, qui donne de l'amour, qui donne plein de bonnes choses. Et dans tout ce bien, l'agresseur commet le pire, le crime pédocriminel. Un fait aussi très important, c'est le fait que 2,3 millions d'enfants et d'adolescents en France, juste en France, d'accord, ont accès à la pornographie et la moyenne d'âge d'accès à la pornographie est de 10 ans. Et là, je vous invite à regarder, à aller voir le rapport qui a été déposé au Sénat qui s'appelle « Porno, l'enfer du décor », sachant que la pornographie est une violence sexuelle, d'accord? Les conséquences de l'accès à la pornographie sur des enfants qui n'ont pas une maturité, une capacité émotionnelle de prendre en charge une telle violence traumatisent les enfants. Et les conséquences sont multiples et ça se répercute, en fait, ça a une répercussion à court, moyen et long terme. Donc, la pornographie est aujourd'hui la référence numéro 1 de l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents. Et ça, on ne peut pas laisser continuer que ce soit le cas. Donc, c'est quoi l'éducation sexuelle adéquate? Et j'ai bien rajouté le terme adéquate. Et pourquoi c'est l'outil le plus puissant contre l'abus sexuel? Tout d'abord, je souhaite faire la différence entre les plusieurs éducations sexuelles, puisque la pornographie est une éducation sexuelle, est un type d'éducation sexuelle. D'accord? Et là, je parle d'éducation sexuelle adéquate. Pourquoi adéquate? Parce que l'éducation sexuelle adéquate, elle tient compte de l'âge et du développement de l'enfant. Elle n'est pas dogmatique et tient compte de la souveraineté de la famille. Et ça, c'est très, très, très important. C'est un point très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines éducations sexuelles qui vont érotiser précocement les enfants parce qu'elles ne tiennent pas compte du développement, du stade de développement de l'enfant. D'accord? Et c'est très important. C'est comme si j'avais un poids et que je demande à l'enfant qui n'a pas les muscles, enfin j'ai plusieurs poids, et je demande à l'enfant qui n'a pas encore des muscles assez développés de porter 50 kilos. Il n'en a pas la capacité, sinon au risque de se blesser. D'accord? Même certains adultes n'ont pas la possibilité parce que s'ils ne sont pas entraînés à porter 50 kilos, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est très important de prendre en considération des faits scientifiques, les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les neurosciences, le développement de l'enfant, pour adapter l'éducation sexuelle au développement de l'enfant. Okay? Et à la fois, ne pas venir avec si on peut dire, un dogme, une vérité absolue qui vient dire aux gens, c'est comme ça et pas autrement. Non. On vit dans une société multiculturelle, pleine de différences, d'accord? Et c'est important qu'on puisse respecter les croyances de chacun à partir du moment où ces croyances n'amènent pas à la maltraitance de l'enfant, d'accord? Donc, 4 valeurs vraiment essentielles dans l'éducation sexuelle adéquate, c'est l'amour, le respect, la tolérance et la souveraineté. Donc, je ne suis pas ici pour vous dire ce que chacun doit faire chez lui, mais voilà le développement de l'enfant, voilà ce qui est favorable pour l'enfant, et en fonction des valeurs que vous avez envie de transmettre à vos enfants, vous allez vous
adapter cette connaissance à vous. D'accord? C'est ça qui est important. C'est que les personnes soient libres. Okay? Mais libres, bien sûr, dans une limite, évidemment, dans le bien-être. Voilà, il y a certaines limites qu'on ne peut pas franchir, comme le fait de toucher un enfant, toutes ses parties intimes, d'abuser de lui. Nous sommes bien d'accord. Et aussi, une chose essentielle à déconstruire, qui est très importante, parce qu'il faut savoir que nous-mêmes, nous venons d'une éducation sexuelle qui a été soit tabou, soit, en fait, on a eu comme référence la pornographie. Et de ce fait, dès qu'on parle de sexualité, on voit tout de suite, on assimile tout de suite au sexe. Or, la sexualité n'est pas du sexe. Il existe bien deux termes distincts, sexe et sexualité, et ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc, c'est important de déconstruire la vision déformée que nous avons de la sexualité en comprenant ce qu'est réellement la sexualité. OK? Donc, partant de ce fait, moi, j'aime beaucoup les métaphores et les analogies, et je vais prendre la métaphore de l'arbre pour représenter la sexualité. D'accord? En fait, c'est important de savoir de quoi on parle. Parce que si je connecte sexualité à sexe, à aucun moment, en tant que parent, je n'ai envie d'offrir une éducation sexuelle à mon enfant. C'est évident que je n'ai pas envie, en tant que parent, d'enseigner à mon enfant à faire du sexe. C'est logique. D'accord? Mais il ne s'agit absolument pas de ça. D'accord? Donc, le terme sexualité fait référence à sexuel. D'accord? Enfin, le terme, donc, éducation sexuelle fait référence au terme sexualité. D'accord? Et ce n'est pas du sexe. La sexualité, en fait, on peut la représenter comme un arbre. OK? Son tronc, ses racines, OK? Donc, même ses feuilles, ses fruits, tout ça, c'est la sexualité. C'est d'une ampleur très vaste. D'accord? Et le sexe est une branche de cet arbre. Vous voyez? Si je définis la sexualité au sexe, à une branche, eh bien, automatiquement, la sexualité, elle est inexistante. Alors, le sexe fait partie de la sexualité, mais la sexualité ne se définit pas au sexe. J'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est quelque chose de fondamental à déconstruire, avoir une vision réaliste, d'accord, saine de la sexualité pour pouvoir offrir une éducation sexuelle adéquate à l'enfant. OK? C'est quoi le sexe? Très bien. C'est quoi le sexe finalement? Le sexe, c'est simple. Il fait référence aux organes génitaux, sexe féminin, sexe masculin, et c'est aussi l'acte sexuel. D'accord? Alors que la sexualité, c'est beaucoup plus ample, donc c'est toute la globalité, d'accord? Sachant qu'évidemment, l'enfant ne pratique pas de sexe. Biologiquement, il n'est pas prêt, mentalement, il n'est pas prêt, psychologiquement, il n'est pas prêt, physiquement, il n'est pas prêt. D'accord? Donc, la sexualité, c'est quoi? C'est un privilège de l'humain. Nous vivons notre sexualité pas uniquement pour nous reproduire, contrairement aux animaux. Donc, c'est un privilège de l'humain. C'est ce qui nous amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de notre vie. Et elle englobe les aspects physiques, émotionnels, mentaux, psychologiques, etc. Même l'OMS, si vous faites des recherches, donc définit la sexualité en tant que telle. Okay? Donc la sexualité est ample et elle englobe le plaisir relationnel, amical, familial, amoureux, la communication, mais également le plaisir professionnel, spirituel et même financier. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est important de comprendre ça pour comprendre que, en fait, cet arbre, les fruits qui vont naître de cet arbre ne peuvent exister que parce qu'il y a les racines, le tronc. Sinon, ça n'existerait pas. D'accord? Cet arbre ne pourrait pas donner de fruits sans racines et sans tronc. Donc, c'est important de comprendre que le plaisir ne signifie pas uniquement le plaisir sexuel en faisant référence au sexe, mais sexuel de la sexualité de manière globale telle qu'est la sexualité, qui est cette énergie qui nous met en mouvement. Et quand je parle d'énergie, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, hein. On parle là de la physique. Hein. Quand vous êtes en mouvement, c'est de la physique. Hein. D'accord? C'est cette énergie qui nous met en mouvement pour aller dès la rencontre des deux cellules, le spermatozoïde et de l'ovocyte, d'accord? Cet ovule, quand il est du coup fécondé, c'est un ovule,
eh bien, il y a une énergie qui est encore inexplicable, même au niveau scientifique, d'accord? Mais il y a de l'énergie qui fait que ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie et que ça crée la vie, que ça crée un être humain, d'accord? Avec toute la complexité de notre corps, ok? Et oui, c'est de l'énergie. Donc, la sexualité est ce qui nous amène, c'est cette énergie qui nous amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de la vie. Et nos plaisirs ou nos déplaisirs parlent de notre sexualité, de notre énergie sexuelle, de notre santé sexuelle. OK? Je sais que ça peut vous paraître quelque chose venu de l'espace, parce que Non, nous c'est n'avons pas reçu cette éducation-là. Je pense Mais que en c'est tout cas, important d'avoir ce fondement avant de commencer parce qu'on confond les deux, clairement. On tout confond à fait, complètement. tout à fait. Et clairement, si on réduit la sexualité au sexe, ça pose problème. Et c'est cette incompréhension-là qui amène aussi beaucoup de parents à ne pas vouloir qu'il y ait des interventions dans les écoles, etc. OK? Après, bon, certaines interventions dans les écoles ne sont pas forcément les plus adéquates aussi. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas la souveraineté de la famille, les valeurs familiales. Donc, c'est important qu'en tant que professionnel, on puisse faire des interventions dans les écoles, d'éducation sexuelle, corporelle, mais surtout ayant comme focus la prévention. Puisque la sexualité de l'enfant, elle se base sur l'affect et sur la connaissance de comment prendre soin de son corps et de le protéger. OK? Et aussi pour prévenir toutes sortes de violences, notamment le harcèlement, etc. Et non pas pour aller induire des croyances qui peuvent aller à l'encontre de certaines croyances des parents. Et là, du coup, ça crée barrage et on n'a aucune issue et ça pose problème pour la protection des enfants. Et de ce fait, quand nous partons de ce postulat-là, que je viens de vous décrire de la sexualité, est-ce que l'enfant a une sexualité? Eh bien, on va répondre par des questions. Est-ce que l'enfant a un corps? Oui. Est-ce que l'enfant ressent des sentiments et des émotions? Oui. Je réponds oui parce que c'est oui, mais je pense que vous aussi, vous êtes en train de répondre oui. Est-ce que l'enfant communique? Absolument. Et est-ce que l'enfant ressent du plaisir? Absolument. Et tout ça, ça commence dès le ventre de la mère, dès que ce bébé est dans le ventre de sa maman. OK? Donc, une chose fondamentale par contre à comprendre, pour aussi voir cette différence qu'il y a entre la sexualité de l'enfant et la sexualité de l'adulte. Il faut savoir que la sexualité, en fait, elle évolue sur le temps. On n'a pas la même sexualité enfant, adulte et en tant que personne âgée. D'accord? Ça évolue au niveau hormonal, au niveau physique. Il y a énormément de modifications. OK? Au niveau psychologique également, on ne va pas vivre la sexualité de la même manière. Même pas de la même manière à 20 ans qu'à 40 ans. Donc, c'est très important de comprendre que l'enfant n'a pas d'hormones sexuelles. Et le sexe, de ce fait, ne fait pas partie de la sexualité de l'enfant. Ni le sexe, ni tout ce qui touche à l'érotisme. D'accord? L'enfant n'a pas de répertoire ni donc sexuel, ni de fantasme sexuel. OK? Ça, c'est très important de le comprendre parce que non, l'enfant ne désire pas le parent, l'enfant ne désire pas ce qui lui arrive quand il est victime, etc. Même si l'enfant dit qu'il a voulu, c'est parce que l'enfant n'a pas la conscience, la capacité de donner un consentement. Il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de vivre. Et s'il a une vision déformée et qu'il croit que c'est bon pour lui, parce qu'on lui fait croire que c'est bon pour lui, alors il va dire oui. Surtout que souvent, dans la majorité des cas, l'agresseur sexuel fait partie de sa famille. C'est une personne en qui l'enfant a confiance. OK? Donc, l'éducation sexuelle de l'enfant consiste à lui enseigner sur le fonctionnement de son corps, comment le protéger, comment le soigner, sur ses émotions, sur ce qu'il ressent, ses sentiments, sur les limites corporelles, ce qu'il peut faire ou ne pas faire avec son corps, ce qu'il peut accepter ou pas et faire avec le corps de l'autre. C'est le consentement. C'est aussi apprendre qu'est-ce qui est intime, c'est quoi ce qui est privé, ce qui est public, qu'est-ce que je peux faire en public, qu'est-ce que je peux faire en privé. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça et tellement d'autres choses, mais
Là, ce sont des bases fondamentales que je vous transmets qui sont essentielles. Donc, l'éducation sexuelle adéquate, c'est aussi faire de la prévention. C'est enseigner à l'enfant la différence entre un bon et un mauvais toucher, entre un bon et un mauvais secret. C'est l'informer sur son réseau de sécurité également. Et donc, stipuler un réseau de sécurité, ou on peut l'appeler aussi réseau de protection auprès de l'enfant, ça permet de réduire en fait le nombre de personnes qui ont accès au corps de l'enfant, sachant que oui, dans ce même réseau de sécurité, il peut y avoir l'agresseur sexuel, c'est vrai, mais déjà on réduit le nombre de personnes qui ont accès au corps de l'enfant, surtout quand il est tout petit et qu'il a besoin de nous pour le nettoyer ou le soigner. Et le soigner, de ce fait, à tout âge, on a besoin d'être soigné, par exemple, par un médecin. C'est important que l'enfant, quand on lui dit personne n'a le droit de toucher, mais qu'on lui dise oui, sauf si, en cas de maladie ou besoin de te soigner, que le docteur t'ausculte, te soigne, d'accord? Parce que sinon, l'enfant ne voudra pas. Okay. Pareil, si de tout petit, je lui dis personne n'a le droit de te toucher et que je ne lui explique pas que oui, par contre, maman, papa, nounou, éventuellement, mamie, on te touche les parties intimes pour te laver et pour te changer la couche, l'enfant va émettre une résistance. Donc, vous voyez, c'est très important de ne pas transmettre une vision négative, mais de protection, de manière, non pas en transmettant de la peur, mais de manière tout simplement positive, en disant que son corps, il est précieux, qu'il mérite d'être soigné de telle manière, que seul de telle manière, il peut être touché, ok, et que seul lui, dans d'autres situations, peut toucher son corps. Okay. Donc, c'est important aussi d'informer l'enfant, donc de lui dire qu'il a le droit de dire non et qu'il doit dire non dans certaines situations, okay, et que c'est important, si quelque chose d'inadéquat se passe, eh bien, qu'il le raconte ou qu'il peut appeler également le 119. Okay. Donc, bien sûr, un enfant tout petit ne va pas forcément savoir appeler le 119, mais dès tout petit, on peut commencer à l'informer. Comme ça, il va prendre conscience et connaissance, voilà, de ses ressources, et dès qu'il sera un peu plus grand, ça sera ancré, il les connaîtra. D'accord? Donc, l'éducation sexuelle préventive, efficace et consciente, intentionnelle. Elle est consciente, pourquoi? Parce que j'ai conscience des faits, de ce qui se passe, et de ce que je vais faire. Okay? Elle est intentionnelle parce que je fais telle chose pour obtenir tel résultat. Okay. Elle est positive, donc il ne s'agit absolument pas de faire peur. Okay. Elle est ludique, donc elle passe par le jeu, et de ce fait, elle est légère. Ce n'est pas quelque chose de lourd qui vient faire peur à l'enfant, qui vient le traumatiser. Parce que, attention, parfois, on croit que dire à un enfant, il y a des méchantes personnes qui peuvent toucher ton corps, voilà, que ça va protéger l'enfant. Absolument pas. D'accord? C'est important de transmettre cette vision positive de la sexualité également, parce que sinon, ça peut créer des blocages. Et l'objectif n'est pas de créer des blocages émotionnels ou d'être, voilà, d'enseigner par la peur. Okay. Donc, elle se fait par le jeu, par des activités, des comptines, avec des supports adéquats à l'âge de l'enfant. Et donc, cet apprentissage-là est un processus. Ce n'est pas parce que je le dis une fois que ça y est, que l'enfant il a intégré, il a tout compris. L'enfant a un cerveau qui est très immature, et notamment la partie du cortex préfrontal qui gère tout ce qui est sens logique. Donc, ce qui est logique pour nous, et qu'on dit avec beaucoup de logique à l'enfant, même s'il dit oui, 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 qu'il a compris, il a compris à sa propre compréhension. D'accord? En fonction de sa propre capacité de compréhension. Donc, il n'a pas déjà toute la connaissance que nous avons en tant qu'adultes, ni la capacité de mettre une logique, de processer cette logique comme nous, les adultes, sachant que cette partie-là du cerveau, elle arrive à maturité environ à l'âge de 25 ans, d'après les experts. D'accord? Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, c'est un processus, ce qui signifie que c'est comme quand nous apprenons à lire. Ce n'est pas le premier cours, ni le deuxième, ni le troisième, ni la première année que c'est bon, hop, c'est acquis, on sait lire parfaitement. Non, c'est un processus et ça prend du temps. Et c'est par la répétition que l'enfant va apprendre. Et tous les enfants apprennent différemment. Certains ont besoin d'un peu plus de temps que d'autres, etc. D'accord? La base fondamentale de ce processus,
c'est l'affect. Parce que l'affect est la colle de la connaissance. Et ça, c'est prouvé au niveau neuroscientifique. D'accord? De manière expliquée un peu différemment de ce que je vous explique là, parce que je traduis de manière beaucoup plus simple. D'accord? Mais il se passe quelque chose au niveau de la myéline, etc., au niveau scientifique, dont je ne vais pas détailler ici, qui fait que quand on apprend dans de bonnes conditions, avec l'affect, eh bien, on intègre davantage les choses. OK? Ce que nous sommes en train d'apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour faire, par exemple, du pain, nous avons besoin d'une recette? Et si nous n'avons pas la recette, éventuellement, nous allons faire des expériences et peut-être, bon, ben, la première fois, on ne va pas forcément réussir tout de suite le pain et qu'on va rater le pain. Mais bon, ce n'est pas grave parce qu'on peut recommencer. Par contre, rater l'éducation sexuelle de l'enfant, c'est grave parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. D'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour faire un gâteau au chocolat, on ne va pas prendre la recette du gâteau à la carotte? Et que aussi, c'est important que quand nous avons la recette, de respecter le processus de la recette. Nous n'allons pas prendre, imaginez que nous avons tous les ingrédients, que nous avons tous les outils, mais que juste on verse les ingrédients dans un saladier et qu'on met tout ça dans le four, sans les mélanger, sans respecter comment on fait la recette. Alors, les ingrédients sont tous là, les outils sont tous là, et pourtant, si je ne mélange pas, si je ne respecte pas cette recette-là, ce processus-là, est-ce que vous pensez que mon pain, il va sortir, mon gâteau, il va sortir gâteau du four, par magie? Non. Donc, pour offrir une éducation sexuelle adéquate à nos enfants, nous avons besoin de nous former. Nous avons besoin de la recette et nous avons besoin de respecter le processus. De la même manière que je respecte le processus de la recette, que je commence par mettre d'abord dans le four et mélanger après, d'accord? Eh bien, c'est pareil. J'offre l'éducation sexuelle à l'enfant adéquate à son stade de développement. Donc, ça se base sur quoi, l'éducation sexuelle adéquate? Ça se base sur la psychologie de l'enfant. Donc, on a besoin de connaître un minimum sur le développement de l'enfant. Et ça, c'est essentiel. Ça se base sur les neurosciences. Donc, c'est important de connaître le fonctionnement du cerveau, comment l'enfant apprend. Ça, c'est essentiel. C'est important de comprendre qu'on ne va pas donner une réponse à l'enfant de 3 ans, la même qu'on va donner à un enfant de 8 ans, ou un enfant de 11 ans, ou un adolescent de 14 ans. OK? C'est important de comprendre que ce qui paraît logique pour nous, ça ne l'est pas du tout pour un enfant de 3, 4, 5 ans. OK? Même pour un enfant de 11 ans, parce que son cerveau est immature. Donc, c'est important de se baser sur les neurosciences. D'accord? Et c'est aussi très important de se baser sur la sexualité humaine. Ce que nous dit, voilà, donc la sexualité humaine. Connaître son développement, oui, mais connaître également ses troubles. C'est essentiel. Pourquoi les troubles? Parce que c'est aussi en fonction de cette éducation sexuelle qu'on va donner, qu'on va développer une sexualité saine ou psychopathologique. D'accord? Donc, les troubles de la sexualité. Et l'éducation sexuelle, ok, efficace, préventive, adéquate, elle est indissociable d'une éducation respectueuse, sans violence éducative ordinaire et toutes sortes de violences, peu importe quelle qu'elle soit, et sans punition. Alors, je suis désolée de vous dire ça parce que je sais que nous venons plus ou moins toutes et tous d'une éducation plutôt violente où, en tant qu'enfant, on n'avait pas notre mot à dire. On vit encore Enfin, les enfants vivent encore dans une société qui est assez violente, où il doit se taire, où c'est l'adulte qui a raison. Mais comprenez que quand je punis un enfant, en fait, je suis en train de le soumettre de manière aveugle à l'adulte que je suis. Je suis en train de lui dire que moi, j'ai raison. Moi, je commande sur toi. J'ai du pouvoir sur toi. Sauf que c'est important de comprendre une chose différente. Il y a de la hiérarchie. Il ne s'agit pas de laisser l'enfant tout faire. Et ce n'est pas ça une éducation respectueuse. D'accord? L'éducation respectueuse, elle tient compte de cette hiérarchie. Nous sommes là avant nos enfants. Nous sommes censés avoir plus de connaissances que nos enfants, en tout cas à un certain degré. Par contre, nous ne connaissons pas mieux que lui ce qu'il ressent.
D'accord? Donc, c'est important que nous soyons ici pour pouvoir porter cet enfant, l'accompagner, d'accord? Et non pas pour l'écraser et lui dire que c'est moi l'adulte qui ai raison, que tu dois te taire, que tu dois te soumettre à mes désirs, à mes ordres, d'accord? Parce que ça, effectivement, ça programme l'enfant à obéir de manière aveugle aux adultes et l'enfant, il retient ce qu'il vit et non pas ce qu'on lui dit. Donc, si je lui fais vivre la soumission aveugle, les punitions, que je le punis plutôt que de lui faire comprendre que dans la vie, il y a des conséquences, que telle action que je fais va avoir une conséquence logique ou naturelle. Si je sors, que je ne prends pas de parapluie et qu'il pleut, je vais mouiller. C'est une conséquence naturelle. Et l'enfant aussi va faire face à ces conséquences naturelles, comme aux conséquences logiques. Quand il y a des règles dans une société, si je ne respecte pas les règles, eh bien, il y a une conséquence logique derrière. Et pour les enfants aussi. D'accord? Ces règles, cependant, ont besoin d'être respectueuses du développement de l'enfant, des besoins de l'enfant et bien sûr des besoins de l'adulte également, du cadre que l'adulte a besoin. D'accord? Donc, c'est un consensus, c'est pas l'un plus fort que l'autre, c'est on va trouver des solutions pour pouvoir éduquer nos enfants sans violence. Et je ne suis pas là en train de dire que les parents qui ont puni ou qui punissent, ce sont des mauvais parents. Absolument pas, parce que je suis consciente que chaque parent fait du mieux qu'il peut et ce qu'il fait, en tout cas la majorité des parents, le font par amour et pensant bien faire. D'accord? Donc, je ne suis absolument pas là pour culpabiliser les parents. Et moi, la première, je ne suis pas l'exemple de la perfection et que je fais tout bien tout le temps. Non. D'accord? Mais c'est qu'on puisse prendre conscience de nos agissements et qu'on puisse prendre conscience que le respect, c'est en le donnant du respect qu'on va gagner du respect et non pas en imposant le respect en manquant. Donc, j'impose le respect en manquant de respect qu'on va me respecter. Voilà. J'espère que ça, c'est clair pour vous parce que c'est vraiment très important comme base et que c'est indissociable d'une prévention adéquate. Vous comprenez que si je dis à l'enfant que son corps est précieux et que je le tape, c'est totalement incongruent. Okay? Donc, l'enfant va retenir quoi? Ce que je dis ou ce qu'il vit? L'enfant va retenir ce qu'il vit. Okay? La charge émotionnelle qui va être connectée à ça également. Okay? Et tout ce que je vous dis se base sur des faits scientifiques. D'accord? Ce n'est pas juste de la théorie et des faits cliniques également. Donc, l'équipe internationale avec laquelle je collabore, qui se situe essentiellement au Brésil, qui est un pays qui a une grande longueur d'avance au niveau de la prévention, malgré justement tous les faits qu'il puisse y avoir extrêmes là-bas. Justement, du coup, ils sont très en avance par rapport à l'Europe sur la prévention, sur l'éducation sexuelle. D'accord? Et donc, la majorité de ce groupe se compose de psychologues. Et donc, tout ce que mes collègues me racontent, enfin, ce qu'elles partagent dans notre groupe sur ce qui se passe en clinique, sur les troubles, sur les conséquences de telle ou telle chose. Et au bout d'un certain nombre et de connecter en fait voilà, les dires des unes avec les autres, eh bien, ça permet de sortir quelque chose de précieux. D'accord? De comprendre voilà, les conséquences, on retrouve les mêmes schémas donc par rapport à une situation spécifique. D'accord? Donc, c'est important qu'on puisse réfléchir sur, voilà, sur quoi on veut aller. Aujourd'hui, on fait du mieux qu'on peut. Des erreurs, je les fais, vous les faites. D'accord? L'erreur fait partie de l'humain et elles sont d'excellentes opportunités pour apprendre. Donc, apprenons de nos erreurs, pas besoin de nous culpabiliser, mais juste de reconnaître quand on fait quelque chose voilà, qu'on ne souhaite pas et qui n'est pas favorable pour l'enfant. Voilà, on peut aussi s'excuser, d'accord, et montrer à l'enfant qu'on peut réparer nos erreurs. OK? Et on chemine comme ça. Voici quelques outils d'éducation sexuelle et de prévention que je vais vous présenter. La main pédagogique, personne ne peut toucher. Voilà, c'est une petite chanson, une comptine qu'on chante avec les enfants pour parler de choses lourdes mais de manière légère. Elle se décline aussi sous ces formats-là, en fait, hein, par exemple, dans les interventions dans les écoles. Voilà, donc on a une feuille, les enfants vont découper, ils ont un gant, et après ils vont coller voilà, sur le gant.
Donc, je vais, alors pas forcément vous la chanter, je ne suis pas chanteuse, mais en tout cas vous faire la version pour que vous puissiez comprendre comment on parle à un enfant. Donc, pour faire de la prévention par le biais d'une comptine, ça c'est un outil, voyez, donc par le jeu, de manière ludique, donc d'apporter les choses à l'enfant. Il le vit, il va découper ce papa, cette mamie, cette tata, ce professeur ou même docteur. Ici, j'ai mis un docteur. Donc ici, c'est le réseau de sécurité ou de protection, bien sûr, en fonction de votre réalité familiale. Peut-être qu'il n'y a pas un papa, peut-être qu'il y a une autre personne à la place, et on va faire en fonction et nommer des personnes en fonction du réseau de sécurité de l'enfant. Donc, en fait, on dit à l'enfant, mon petit corps, il a plusieurs parties, tête, bras, pieds, jambes aussi, certaines parties restent bien cachées, en dessous de mon ventre, personne ne peut toucher. Mes parties intimes, c'est mon intimité, elles m'appartiennent et je dois les protéger. Et si quelqu'un les touche ou tente de les toucher, je cours voir maman pour lui raconter. Si elle ne peut pas, je dois me poser pour réfléchir à qui pourra m'aider. Et là vient, donc voilà, papa, mamie, professeur ou tata, ou docteur ou tata, voilà. Je sais que l'un d'eux me protégera. Mes parties intimes seules peuvent y toucher les personnes de mon réseau de sécurité. Et ce geste doit être bien rapide pour me nettoyer ou bien me soigner. Voyez, voilà, c'est de cette manière qu'on va pouvoir dire à l'enfant que son corps, en fait, ses parties intimes sont précieuses, seul lui peut y toucher, et certaines personnes qui font partie de son réseau de sécurité pour le nettoyer ou le soigner. Et on n'est pas là en train de dire que, voilà, de faire peur à l'enfant, et puis la chanson, l'enfant va la prendre, va la répéter, et il va intégrer, d'accord? Voilà, il va apprendre de manière ludique, positive et efficace. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi, là, vous voyez le contour du corps. C'est quelque chose que j'utilise dans des interventions dans les écoles ou même au cours d'ateliers. Cette activité-là, elle peut se décliner en plusieurs modèles, du plus court au plus long. Hein. Il peut se faire en 1 heure comme en 3 heures, ou voire en 1 semaine. Voilà, selon comment on va approfondir telle ou telle chose. Donc, ça consiste à ce que l'enfant. Du coup, vous voyez, il est allongé sur du papier cartonné. Donc, soit ça se fait entre enfants, soit on arrive déjà, nous, en fonction du timing, avec donc la feuille qu'on va donc présenter déjà avec le contour préfet. Et donc, on va contourner le contour du corps et puis on va l'afficher. Et donc, on va faire soit un tirage au sort des différentes images qu'on va positionner, donc les yeux, la bouche, le nombril. On va parler de tout, en fait, de la tête, des mains, des pieds et également des parties intimes, donc de la vulve, du pénis, des fesses. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que l'éducation sexuelle n'est pas un focus sur les parties génitales, mais on prend en considération la globalité totale du corps et donc que ce soit au niveau physique et émotionnel, sentimental. D'accord? Et la base, c'est l'affect. Donc, on va par exemple, je vais vous donner un exemple, donc on va demander à l'enfant, donc toujours de manière positive, ludique, c'est pas un cours, c'est vraiment un moment d'amusement, de détente, vraiment on est détendu et on s'amuse. Ok? On rentre dans l'univers de l'enfant. Parce que c'est très important de parler le langage de l'enfant pour qu'il puisse donc comprendre davantage et intégrer, parce que c'est quand il vit les expériences, c'est par le jeu que l'enfant apprend le mieux. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret, c'est clair. Okay, les sciences nous montrent bien que l'enfant apprend par le jeu, de manière beaucoup plus efficace, puisqu'on fait appel à tous les sens et non pas uniquement au cortex préfrontal, rappelez-vous, qui est cette partie très immature du cerveau qui arrive à maturité vers l'âge de 25 ans. Donc,
On va demander à l'enfant donc si c'est à quoi servent les sourcils, par exemple. Donc, on va pouvoir sortir, mettre une moumoute sur nos sourcils pour faire un peu rigolo. Les enfants, ils aiment bien les mimiques, ils aiment bien qu'on exagère un petit peu notre voix, enfin, un peu théâtral, vous voyez. Et donc, ils rigolent, ils trouvent ça marrant et en même temps, ils apprennent. Et ça crée des ancrages très puissants. Donc, on va leur expliquer qu'on a des sourcils et que notre corps, il est vraiment fait d'une manière incroyable et géniale parce que ils sont utiles, nos sourcils. Quand on transpire, eh bien, si les gouttes, elles allaient directement dans nos yeux, eh bien, ça brûlerait les yeux. Et donc, les sourcils, les poils sont là pour nous protéger. Voilà, donc, de la même manière, on va parler des yeux. On va, par exemple, demander à l'enfant, est-ce qu'on peut mettre nos doigts dans les yeux? Si on le fait, qu'est-ce que ça fait? Voilà, donc du coup, on va dire à l'enfant, ben, les yeux, c'est une partie sensible et qui demande voilà, un soin, de faire plus attention. D'accord, on ne peut pas mettre nos doigts dans l'œil comme ça, pas avec forcément les mains sales, parce qu'on peut voilà, avoir des petits microbes qui vont, par exemple, donner des maladies comme la conjonctivite, entre autres. Voilà. Et on va, du coup, demander à l'enfant, est-ce que vous savez ce que c'est la sensibilité? Voilà. Et si l'enfant il dit non, parce que ce qui paraît logique pour nous ne l'est pas forcément pour l'enfant, on va lui faire vivre l'expérience et dire, ben voilà, vous avez gonflé vos joues, et donc, on va tapoter comme ça. Voilà, vous tapez fort comme ça. Est-ce que vous avez mal? Et je vous invite à faire l'expérience. Est-ce que vous avez mal quand vous faites comme ça? Vous êtes d'accord que vous n'avez pas mal. Non, Par contre, si je vous invite à faire la même chose sur votre œil, vous fermez votre œil et vous tapez sur votre œil, faites-le, même sans faire avec la même force. Déjà, c'est hyper désagréable et ça fait mal. Vous voyez, l'œil est plus sensible que la joue. Et de la même manière que l'œil est plus sensible que la joue, nous avons des parties sensibles dans notre corps qui sont plus sensibles et qui demandent un soin spécifique, comme par exemple les parties intimes. Et donc là, on arrive, donc on va sur cette activité parler de toutes les parties du corps, la bouche, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre bouche. On peut crier, on crie, ah, ah, tout le monde se met à crier. Et oui, on peut chanter, on chante. Est-ce qu'on peut crier sur quelqu'un? Pourquoi? Parce que ça rend triste. Voilà. Est-ce qu'on peut insulter quelqu'un? Voyez? Et donc, on va expliquer le pourquoi du comment aux enfants, mais tout ça de manière ludique. Et on va arriver, bien sûr, donc voilà, cette partie-là, par exemple, le ventre, c'est une partie privée. Les parties intimes, elles restent cachées. Donc, qui peut toucher? Qu'est-ce qu'on peut faire avec telle ou telle partie? Avec la bouche, on peut manger, on peut parler, on peut chanter, on peut appeler à l'aide, voyez? Donc, pareil, au moment où on arrive sur les parties intimes, eh bien, tout simplement, on va définir aussi à quoi servent ces parties intimes. À quoi sert la vulve? Souvent, oh, vulve, oh là là, donc les enfants ne connaissent pas toujours le vrai nom scientifique, donc on va dire, bon, la vulve, que vous appelez peut-être, comment vous l'appelez? Donc, foufoune, zézette, ok, très bien, c'est un surnom, et le vrai nom, c'est vulve ou pénis, qu'on appelle zizi, etc. Et là, généralement, les enfants, ils se marrent, ils rigolent, enfin voilà. Donc, c'est très rigolo pour eux. Voilà, donc on les laisse rire, il n'y a pas de souci là-dessus, ok. Et on va, du coup, amener l'enfant donc à comprendre qu'est-ce qu'on fait le plus souvent avec ces parties-là. Vous voyez, souvent l'adulte, il connecte les parties intimes hein, par rapport à notre éducation, au sexe ou voilà, ou à des parties qui sont laides, qui sentent mauvais, enfin des tas de choses comme ça. Et en fait, nos parties intimes, la majorité du temps, en fait, on s'en sert pour aller uriner et aller à la selle. Donc faire pipi et caca. Voilà, aux enfants, on va dire pipi, caca, ils comprennent encore mieux. Voilà. Donc ok. Et donc, quand on fait pipi, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'essuie. Quand on fait caca aussi, voilà. Et du coup, on continue. Voilà. Est-ce que, par exemple, on va faire pipi, caca devant tout le monde? Non. Donc voilà. Donc, ce sont des parties intimes. Qui peut toucher à ces parties intimes? Seul l'enfant peut y toucher, sauf si c'est un bébé, sauf si on a besoin d'aller chez le docteur. Et même chez le docteur, c'est accompagné de son parent. Voilà, donc on explique à l'enfant comment prendre soin de son corps. Et vous voyez, ce n'est pas un focus sur les parties génitales, puisque les agresseurs sexuels, ils peuvent abuser de l'enfant sans toucher les parties génitales de l'enfant. Par la bouche, entre les cuisses, enfin des tas de manières, d'accord? Et même sans toucher l'enfant, parce qu'il y a l'abus sexuel avec contact physique et sans contact physique, d'accord? Donc, c'est très important que l'enfant apprenne que tout son corps, il est précieux, effectivement, et comment il mérite d'être soigné. Et que si jamais quelqu'un veut jouer avec ses parties intimes ou une autre partie du corps, on va parler du consentement,
D'accord? Voilà, moi, je n'ai pas envie de faire un bisou, mais on me force à faire un bisou, alors que je ne suis pas consentant. Si je ne suis pas d'accord, et non, c'est important de respecter. Donc, mes parties privées, voilà, donc on va expliquer à l'enfant ce qui est privé en donnant des exemples, toujours en faisant des analogies, comme notre maison. Notre maison est un lieu privé. Donc, personne ne peut rentrer comme ça sans notre accord. Voilà, donc personne ne peut toucher notre corps sans notre accord. Sauf que les parties intimes, nous ne sommes jamais d'accord quand on est enfant, parce qu'on n'a pas la capacité de donner son consentement, pas avant l'âge de 15 ans, d'après la loi en France. D'accord? Donc, très important d'amener cette manière ludique. Et là, je vous ai donné 2 exemples. Aussi, l'éducation sexuelle elle a besoin d'être guidée, donc du coup, par la connaissance. Et l'éducation sexuelle guidée par la connaissance est l'arme la plus puissante contre la violence, contre les violences. Quand je dis la violence, c'est en général, c'est la violence physique, verbale, sexuelle, puisque toutes ces violences-là, elles se nourrissent les unes aux autres. Elles ne sont pas indissociables. D'accord? D'où le fait que c'est important d'éduquer un enfant sans violence éducative, parce que ces violences-là nourrissent les autres. Et comme vous savez, je pense déjà, que j'aime beaucoup les métaphores et les analogies. Donc, j'ai pris cette image de deux, on peut dire ça, deux types d'alimentation, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, de la même manière qu'on se nourrit de bonnes choses, de bons nutriments et vitamines, que notre corps il a besoin de nutriments et vitamines pour être en bonne santé et pour éviter d'être obèse et d'avoir du diabète et des tas de maladies cardiovasculaires, entre autres, d'accord, cancer, etc. Eh bien, cette nourriture physique de bonne qualité, elle est importante pour que notre corps il soit en bonne santé, notre corps physique, mais de la même manière, la nourriture visuelle, la nourriture auditive, elle a besoin d'être de bonne qualité. Okay? Et c'est grâce à l'éducation de bonne qualité, adéquate, d'accord, que nous formons des êtres sains d'esprit. C'est aussi à cause de l'éducation que nous formons des êtres avec des esprits pervers. Donc, si cette éducation-là n'est pas adéquate, ça n'est pas respectueuse, effectivement, ça peut générer, donc former des êtres violents, des êtres qui vont créer des êtres violents. Parce que l'éducation est la base de la formation des individus. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et donc, si je forme par la violence, en fait, j'éduque l'être à devenir violent. Si l'éducation sexuelle de l'enfant, elle n'est pas adéquate, si elle est faite par le porno, etc., ça peut développer, l'enfant, en fait, deviendra peut-être un adulte, d'accord, qui développera des troubles, d'accord. Il y a des écrits d'ailleurs des auteurs très intéressants. Alors en français, à part Muriel Salmona qui a fait un travail extraordinaire, notamment sur les violences sexuelles, mais voilà, sur les troubles de la sexualité, il y a Carmita Abdo, mais là, du coup, c'est pas en français, et il y a des livres en d'autres langues, en anglais aussi, donc en portugais qui existent, et j'espère qu'ils vont être traduits parce que c'est vraiment des pépites, des personnes expertes qui transmettent une connaissance incroyable qui se base sur la science, d'accord, qui est nécessaire, qu'on puisse avoir accès et comprendre, qu'on a besoin d'une bonne nourriture physique, tout à fait, mais aussi visuelle, auditive, psychologique. D'accord? Donc, est-ce que nous voulons des esprits sains dans des corps sains? Si oui, alors passons à l'action. Faisons de notre mieux, chaque jour un peu mieux, pour que les enfants soient protégés. Et je vous informe que j'ai écrit un e-book gratuit que vous pouvez télécharger donc, sur Instagram, sur le lien de ma bio. Mais si vous n'avez pas Instagram, donc peut-être avec Lucille, on pourra par le biais d'un lien vous mettre à disposition pour que vous puissiez le télécharger, qui s'appelle « Il est temps que ça change », d'accord, et qu'on passe à l'action, parce que seules nos actions permettent la transformation. Si moi, je veux avoir des abdos, que j'ai un super planning voilà, du meilleur coach sportif international et que je ne fais pas l'acte, le geste d'aller faire mes abdos, ça ne va pas transformer mon corps. Et de la même manière, si j'ai accès à une connaissance et que je ne la mets pas en pratique, eh bien, ça ne va rien transformer du tout. Et là, il est urgent. Il s'agit d'un enfant sur 5. C'est le plus gros problème de santé publique. D'accord? Donc, il est temps qu'on puisse
s'en occuper. Et donc, voilà, je fournis énormément de contenu gratuit, aussi des formations payantes où voilà, où j'approfondis les choses, je forme des parents et des professionnels, d'accord, à savoir mieux protéger les enfants. Il est essentiel qu'on puisse les protéger d'une manière adéquate. OK? Merci. Avec plaisir. Donc, il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Je connais quelqu'un qui est une survivante qui dit qu'il faut tout un village pour protéger un enfant. Et moi, personnellement, je crois qu'il faut toute une société pour protéger les enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi des lois, des actions politiques. D'accord? C'est toute la société qu'on doit engager là-dedans Bah, merci beaucoup. pour nous occuper des êtres les plus vulnérables. Mm. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis de toute écoute. Oui, c'est vraiment hyper intéressant. Tu as abordé beaucoup de choses. L'avantage, c'est qu'on pourra te revoir chanter en replay. Donc, les gens vont pouvoir Oui. se la passer en boucle. Je ne connaissais pas cette comptine. Elle est vraiment très sympa et je pense que c'est vraiment une manière hyper ludique de parler de ces sujets avec nos petits. C'est vrai que c'est évident pour personne, d'où ton travail, d'où l'intérêt de se faire accompagner, de se former, d'avoir des ouvrages, enfin, d'être équipé. Il y Tout a à plein fait. de ressources disponibles sur ton site, sur ton Instagram. Si vous allez sur le site du sommet, on n'est pas que des parents, vous retrouvez le site de Johanna et vous recevrez une newsletter, tous ceux qui sont inscrits avec le lien vers la page qui vous permettra de télécharger le e-book de Johanna, qui est vraiment une mine d'or. Et puis voilà, on a peu abordé la partie consentement, mais c'est vrai que c'est hyper important d'être, pour moi, ancré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on clôture, mais d'être ancré dans, et je le vis au quotidien avec mon fils, on en avait parlé en préparant cette conférence, c'est d'un côté, il y a la politesse et il faut dire bonjour à papy et mamie, et de l'autre côté, cette éducation que je mène avec mes enfants, alors de manière totalement imparfaite, hein, parce que on avance, comme tu disais, pas à pas, mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux, Bien de sûr. dire c'est ton corps et en fait, tu n'es pas obligé de faire des bisous à qui que ce soit et même pas à moi. Tout C'est à dur fait. pour mon petit cœur de maman, mais parfois ils n'ont pas envie. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on arrive chez les grands-parents et vous allez tous le vivre. Mamie qui dit bah, tu me fais pas un bisou, t'es pas bien élevé. Hein. Et en fait, c'est là qu'on voit la dissonance. C'est un peu ce que tu disais avec le médecin, c'est on n'a pas à toucher son corps, mais il y a quand même des endroits. Et là, de se dire, bah, en fait, mamie, malheureusement, c'est ce que tu m'avais dit, c'est, bah, en fait, on est désolé pour toi si tu es triste, mais il est obligé de dire bonjour. Et là, pour le coup, c'est mes règles à nous. Et puis, bon, chacun fait comme il veut. En tout cas, c'est important, éventuellement. Voilà. Voilà, il dit le mot, potentiellement en regardant la personne, surtout qu'il commence à être un peu grand. Mais par contre, le contact physique, c'est pas obligatoire. Et c'est vrai que c'est dur, j'en suis intimement convaincue, j'en suis intimement persuadée. Alors je n'ai pas vécu d'abus sexuels, mais j'en ai dans mon entourage très proche. Donc je suis intimement convaincue de la puissance du consentement, déjà de base, et de tout ce que tu transmets, mais du consentement. Mais c'est dur à tenir. C'est Le dur à tenir consentement, avec la ouais. pression. Le consentement, c'est un des piliers. C'est un des piliers. Et il y en a beaucoup d'autres. D'accord? Dans Mm. l'éducation sexuelle. Et le consentement, c'est un pilier fondamental. Et il y en a d'autres. Donc, c'est effectivement au quotidien de contraindre l'enfant. Donc, voilà, bien sûr, je n'ai pas développé en détail, mais Ouais. tous les points que j'ai abordés peuvent se développer Oui, très, oui. très en détail. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai une formation très complète sur le sujet où j'aborde tout ça de manière très détaillée pour qu'on puisse comprendre de manière détaillée à quel point voilà, un agissement inadéquat peut nourrir la violence et le consentement, c'est une base fondamentale voilà, On a une de question la d'une prévention. personne qui nous demande à partir de quel âge on peut commencer à en parler. À partir de quel âge l'enfant commence à ressentir, c'est ce que je disais en tout début de conférence, dès le ventre de la mère. Dès le Mm. ventre de la mère, on commence déjà à toucher ce ventre, à dire à quel point bah, j'ai hâte de te voir, de te rencontrer. Je commence déjà voilà, à développer cette relation avec mon enfant. Et puis, dès que cet enfant est né, la manière dont je vais le toucher, voilà, je vais ancrer en lui donc comment il mérite d'être touché, etc. Et puis, tout simplement, c'est répondre aux questions de l'enfant. Voilà. L'éducation sexuelle de manière adéquate, c'est
répondre aux questions de l'enfant par la vérité de manière adéquate, de manière, plus il est petit, plus c'est simple, avec un langage très très simple, plus il va grandir, plus on va développer, voilà, en fonction de ces questions. À savoir que, un petit tips, quand l'enfant il nous pose une question, d'accord, déjà premièrement on a le droit de ne pas savoir et de dire à l'enfant, ben, je ne sais pas, écoute, je vais faire des recherches parce que ta question elle est très importante, donc je valide que sa question elle est très importante, qu'elle mérite une réponse adéquate, donc je vais faire des recherches. Et si je le sais, alors je ne réponds pas forcément tout de suite, je renvoie la question à l'enfant. Donc je remercie, merci mon chéri, ma chérie pour ta question, qui est une question très importante. Donc on valide la question, on dit qu'elle est importante. Ensuite on dit, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Parce que, par exemple, il y a un cas où je souhaite vous partager rapidement, c'est une maman qui est dans la cuisine avec sa fille, qui est là en train de faire ses devoirs, et donc de scolaire. Et à un moment donné, elle regarde sa maman et elle dit, maman, c'est quoi vierge? Et la maman, toute gênée, la petite, elle devait avoir autour de 6-7 ans, donc toute gênée, alors c'est quoi vierge? Alors tu sais, les adultes, ils ont des relations sexuelles. Donc elle rentre dans une explication très complexe pour à la fin dire, bah, tu sais, ceux qui n'ont pas fait, bah, sont vierges. Et la petite, elle est comme ça, et elle regarde la maman. Et en fait, c'est une campagne hein, qu'ils ont fait sur ça, en fait. Donc, c'est une vidéo qui est très intéressante. Et donc, elle regarde sa maman et elle dit, ah, et c'est quoi extra vierge? En fait, la petite, elle faisait allusion à l'huile d'olive qui était, à la bouteille d'huile d'olive qui était à côté, où il y avait écrit donc l'huile d'olive extra vierge. Et elle a demandé c'est quoi vierge? Et en fait, la maman n'était pas du tout en train de répondre à la question que l'enfant se posait. C'est comme dire l'enfant, il peut voir sur une feuille écrit sexe, sexe féminin, masculin. Il peut demander maman, c'est quoi sexe? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre à la question ce qu'est le sexe de manière adéquate à l'enfant, mais d'abord, qu'est-ce que veut réellement savoir l'enfant? Et où il a entendu telle ou telle chose. Donc, on va d'abord renvoyer la question pour savoir réellement ce que veut savoir l'enfant, savoir ce qu'il sait déjà, c'est très important, et ne pas venir en monologue en train de déverser toute une connaissance, parce que l'éducation sexuelle, la connaissance, c'est aussi des gouttes de connaissance dans un océan d'affect. Voilà. Super, hyper clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Malheureusement devoir clôturer parce que j'enchaîne avec un autre live avec Laurence sur l'environnement favorable du bébé. Mais n'hésitez pas à contacter Johanna sur Instagram, sur son site, et vous recevrez une newsletter soit ce week-end, soit en tout début de semaine avec tous les liens de Johanna. Je vous remercie. Merci beaucoup, à vous Johanna. C'était vraiment super. Et à très, très bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt.